Bonjour à tous, encore une émission de l'autre direct. Je suis aujourd'hui avec Omblin Lelasseur, cofondatrice de KissKissBankBank. Alors KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif. Au début plutôt pour financer des projets culturels qui avaient du mal à trouver des financements. Est-ce que le succès aidant, parce que les chiffres sont assez impressionnants, 35 millions d'euros collectés pour 16 000 projets avec 600 000 contributeurs, et là on parle de la France. Du monde. Ah, du monde. Donc, Ouais. d'accord, c'est vos chiffres sur le monde. Quel est l'objectif à moyen terme? C'est de remplacer les banques? Alors d'être un complément en fait aux banques parce qu'on pense que le système peut être vertueux pour certaines entreprises et que le crowdfunding, le financement participatif est un complément en fait qui permet à chacun de réaliser ses projets de manière très simple en faisant appel au public. Ah, vous ne faites pas que ça, parce que vous avez créé aussi deux autres sites. Hello Merci, qui est un site de prêt à taux zéro entre particuliers. Donc là, plutôt dans les logiques de solidarité, familiale ou amicale ou autre. Exactement. Mais aussi l'Indopolis, qui est là un site de financement des PME, où Ouais. on se rapproche quand même beaucoup plus d'une activité bancaire classique. Oui, c'est du prêt rémunéré. Effectivement, les particuliers ont maintenant le droit de prêter de l'argent aux entreprises et d'en retirer des intérêts. Donc on est très content de permettre justement à plein de TPE, PME qui n'arrivaient pas à accéder aux prêts bancaires de pouvoir le faire comme ça de manière très simple, puisqu'en 20 minutes on dépose un dossier et en 30 jours maximum on a réussi à collecter, enfin à lever des fonds auprès des particuliers. Mais qu'est-ce qui vous guide au final? Quel est l'objectif de ces sites? On est dans la logique d'un nouveau service qui est appelé à remplacer les banques traditionnelles. Qui est appelé à simplifier les systèmes économiques actuels. Effectivement, on s'est dit qu'Internet était un outil idéal pour rapprocher les gens et créer justement des systèmes vertueux pour que tout le monde puisse s'emparer de la création, de l'entrepreneuriat et que tout le monde puisse réaliser ses projets. Je reviens sur l'innovation de ce type de financement. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'uberisation de la société avec les polémiques sur Uber, l'interdiction d'Uber Pop. Est-ce que vous sentez un certain cousinage avec ce type de site? Est-ce que vous participez d'une même dynamique? Oui, bien sûr, tous ces sites effectivement qui font partie de l'économie collaborative, comme on l'appelle, sont dans notre famille, on va dire, de disruption. On a envie effectivement de changer les codes, de remettre un petit peu les choses à plat, que les choses soient plus simples pour les particuliers et pour les entreprises et que on remette en question effectivement les systèmes établis qui faisaient parfois preuve d'un peu d'inégalité trop importante ou de mauvais services. Voilà, on a envie que tout le monde se remette en question sur tous les systèmes établis. Bon, la différence, c'est que vous êtes un service français, installé en France d'ailleurs. Vous faites appel aux paradis fiscaux, pas Pas du tout, non, non. On tient vraiment à nos valeurs qui sont effectivement d'une nouvelle économie positive et plus égalitaire. Donc on fait très attention à tout ce qu'on fait, que les choses soient transparentes, simples, claires et avec des valeurs justement d'honnêteté, d'empathie, de confiance. Donc c'est très important pour nous que les choses se fassent correctement. Est-ce qu'on reste dans tous vos sites dans la logique première du don? On sent que ce qui guide les contributeurs, c'est avant tout une forme de générosité parce qu'ils croient en un projet, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un sympathique Ouais. et qu'ils ont envie de l'aider. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous cherchez à dépasser ou est-ce qu'il faut rester dans cette idée-là? C'est en fait un duo entre une émotion, donc Kiss Kiss, et de l'argent, Bank Bank. C'est la définition du crowdfunding et ça fonctionne très bien en parallèle. Il y a aussi bien des gens qui sont très heureux de soutenir effectivement des projets simplement parce qu'ils sont contents de participer à la naissance du projet, ils sont fiers ensuite de pouvoir le dire et d'accompagner le projet. Et puis certains sont très contents de pouvoir récupérer des contreparties, soit en nature sur KissKissBankBank, soit financières sur Mais quelque part, Indopolis. pour que ça dépasse cette simple logique de don, pour que ça devienne un nouveau type de service, il faudrait qu'on fasse appel à d'autres sentiments, peut-être. Des envies d'investir dans des projets. Je dis ça, je vois que les projets présentés par des stars, des gens un peu connus, ont apparemment plus de mal à se financer.
Non, j'ai pas particulièrement la pression. Je sais pas, on fait écho tu vois, de Francis Lalanne sur Cybertour. Ouais. J'ai vu qu'il a réuni 2800 € pour Oui, mais faire sa tournée. on va l'aider. Je pense qu'il suffit à chaque fois de continuer à raconter l'histoire du projet, à mobiliser les gens et je pense que ça peut très bien fonctionner. On a en ce moment JR et Agnès Varda qui sont en train de collecter des fonds sur un magnifique projet de collaboration artistique autour d'un film. Et des réactions un peu négatives sur la toile là-dessus. Oui, il y a eu quelques critiques, mais quand on voit toutes les déclarations d'amour, quand on voit justement les donateurs, les KissBankers, je crois qu'il n'y a même pas besoin de se poser de questions et de remettre en question le projet, puisqu'il a réussi à collecter des fonds, il a dépassé son objectif, et les gens sont très contents de voir tous les jours le début du projet se mettre en place, et donc ils témoignent tous les jours de leur bonheur de participer à ça. Il n'y a toujours pas prévu de retour sur investissement, enfin de vrai retour sur investissement pour les contributeurs, même quand il y a un succès. Puis il y a quelques-uns des projets que vous soutenez qui deviennent des grands succès ensuite. Là, pour les contributeurs qui étaient là au tout départ, il n'y a pas encore de retour sur investissement. On n'est pas dans une logique d'investisseur. Il y a un retour émotionnel. Donc c'est un retour sur investissement, mais un retour émotionnel. Vous imaginez pas dépasser ça? Bon, là, c'était pas KissKissBankBank, mais le cas le plus connu, c'est l'Oculus Rift, financé sur des fonds participatifs, qui se revend derrière à Facebook à 2 milliards d'euros ou 2 milliards de dollars, et derrière les premiers contributeurs disant on aurait bien aimé avoir une petite partie de cet investissement. Oui, mais la plupart des contributeurs déjà en fait avaient préacheté l'objet, donc je pense pas qu'ils sont déçus. Ils l'ont préacheté à un prix plus intéressant que le prix du commerce. Et puis les autres, non, c'est toujours cette idée de crowdfunding que la foule permet justement la naissance des projets. Après, si le projet réussit, ils seront encore plus fiers justement d'avoir permis cet immense succès. Les business angels aussi, ils permettent la création des projets, mais eux, si le projet réussit, ils empochent le paquet. Bien sûr, alors ça s'appelle de l'equity. Il y a des plateformes effectivement qui font ça, on le fera certainement prochainement aussi. En fait, pour chaque typologie de projet, je pense qu'il y a une philosophie et donc un système différent. C'est pour ça que sur KissKissBankBank, quand il s'agit de culture, d'art ou d'innovation, ça fonctionne très bien ce système de don contre don ou de préachat. Alors finalement, quand on est sur des opérations plus industrielles, sur les projets plus industriels, ça consiste à transférer le risque sur les clients. C'est eux qui financent le projet, au lieu que ce soit l'entreprise qui le fasse et puis qui voit si son produit se vend ou pas. Là, elle le prévend d'une certaine manière avant même de le réaliser. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective en fait. C'est la foule qui va déjà déterminer de la crédibilité du projet, puisque si les gens pensent que le projet n'a pas lieu d'exister parce qu'il n'est pas assez mature ou que le créateur du projet n'est pas assez sérieux, enfin s'il y a des doutes comme ça sur le projet, la collecte en fait n'atteint pas son objectif et cette intelligence collective fait correctement son travail, et dans le risque, je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a toujours un risque, mais avant tout, les créateurs se mettent en avant sur des plateformes comme ça. Ils font appel d'abord à leur premier cercle et ça diminue évidemment le risque de ne pas avoir aboutir ces projets, puisque si jamais ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, ce sera avant tout gênant pour eux dans leur communauté. Alors, d'une certaine manière, on transfère le risque sur le client. Est-ce qu'on offre un certain nombre de garanties aux clients? Qu'est-ce qui se passe quand le projet a été financé mais n'arrive pas à se faire? Est-ce que vous pouvez vous engager à rembourser, par exemple? Non, il n'y a pas d'engagement de remboursement, mais il y a de la conciliation. On pousse les artistes, les créateurs, les entrepreneurs à communiquer avec leur communauté, à expliquer pourquoi il y a des périodes parfois effectivement de difficultés, pourquoi ils ont besoin de différer les remboursements. Et en fait, pour l'instant, ça fonctionne très bien. On a 0 taux de défaut. Parce que ça reste aussi des petits financements, chacun apporte 50, 70, 100 €, elle ne va pas forcément aller se plaindre, se bagarrer pour une somme après, c'est ça aussi la logique. Mais est-ce que alors je sais que votre site est assez sélectif dans les projets que vous présentez, mais est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y ait pas d'escroquerie? Parce qu'on en a vu arriver sur
sur les sites de financement participatif, qu'il n'y ait pas de vraie escroquerie, de gens qui font appel au financement public et puis qui ne les réalisent jamais derrière. Alors oui, déjà, on a toute une équipe de modération de projets, de spécialistes projets qui analysent les projets avant de les mettre en ligne. On refuse, en fait, on accepte un projet sur 4, je crois. Donc on fait très attention au sérieux et à la crédibilité du porteur de projet et la maturité, la crédibilité du projet lui-même. Donc on analyse vraiment ça très sérieusement. Et ensuite, encore une fois que le créateur ou l'entrepreneur s'est justement présenté sur la toile, sur des sites de crowdfunding et qu'il fait appel à sa communauté, il se doit ensuite de garder un certain sérieux et d'assumer ça jusqu'au bout. Oui, donc il joue sa réputation personnelle quelque part sur le projet. Exactement. Donc vous assurez le suivi en amont, par contre pas en aval. Vous n'aidez pas les gens à réaliser leurs projets. Non. Vous ne faites pas de l'accompagnement stratégique et de la création d'entreprise. Non. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui n'ont jamais créé d'entreprise avant, qui peuvent se planter parce que simplement, ils n'ont pas les bons codes, ils n'ont pas compris comment fonctionnait l'économie réelle. Alors sur l'Endopolis, en fait, c'est des entreprises de plus de 2 ans. Donc on n'est pas dans l'accompagnement de création d'entreprise, on est vraiment à l'accompagnement de développement d'entreprise. Donc il y a effectivement moins de risques. Et sur KissKissBankBank, il y a certaines entreprises effectivement créatives qui se lancent. Et on a mis en place tout un écosystème avec des mentors qui sont des marques, des institutions, des médias et qui vont aider justement les projets parfois après leur collecte. Et on avait envie justement de pouvoir aller plus loin que simplement des collectes sur KissKissBankBank. Et donc c'est des partenaires institutionnels comme Mediapart, Greenpeace, la Banque Postale, j'ai vu, qui viennent apporter finalement cette caution de sérieux au projet. Exactement. Et qui vont assurer le suivi. Ouais. C'est la logique. Et quels sont vos accords d'ailleurs? Ils financent le site? Ça dépend. Tous les mentors ont un rôle différent en fait, sur la plateforme. Certains financent des projets, certains offrent de la visibilité à des projets. Parfois, ils nous permettent de créer des concours. On a créé un concours de court-métrage avec MK2 et la Banque Postale. On crée des opérations spéciales. Enfin, on essaye d'être assez créatif justement avec les marques pour permettre au projet d'avancer. Et au final, KissKissBankBank, c'est une entreprise qui tourne, c'est rentable? Vous prenez 5% de commission sur chacun des projets? Oui, sur les collectes réussies, effectivement, 5% de commission. C'est rentable depuis très peu de temps, mais c'est un petit modèle économique. C'est pour ça qu'on a eu l'envie justement d'être sur plusieurs segments du crowdfunding et de lancer le Merci et l'Endopolis. Alors, petit modèle, mais vous êtes quand même l'un des plus gros en Europe. Comment vous avez vécu l'arrivée du numéro 1 mondial, de l'américain Alors, on est leader européen et en fait, on est numéro 3 mondial derrière Kickstarter et Indiegogo. Et Kickstarter, en fait, qui a annoncé arriver en France, pour nous, c'était pas vraiment une inquiétude parce qu'ils sont là depuis toujours, ils sont un site international aussi. Il y a des donateurs français qui soutiennent des projets depuis toujours. Donc il n'y a pas réellement un bouleversement ou un changement. La seule chose, c'est qu'ils ont traduit le site en français, mais ils n'ont pas d'équipe en France. Et tout le travail qu'on fait, nous, d'accompagnement des projets, d'aller chercher justement des mentors, un écosystème pour accompagner les projets, tout ça, ils ne le font pas. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas d'inquiétude. Et puis Kickstarter, on est très content qu'ils existent. Ça permet d'expliquer dans le monde entier que le crowdfunding est quelque chose qui marche, que c'est vertueux et que ça permet à tout le monde de réaliser des projets. Et si on se projette, pour finir cet entretien, à 10 ans, 15 ans, vous imaginez comment le secteur? Remplacer les banques Alors, pas remplacer les banques, mais j'espère modifier effectivement les modèles financiers actuels pour plus d'égalité, de positivisme, d'optimisme. Et voilà, c'est vraiment l'objectif de KissKissBankBank. Donc on a encore beaucoup de projets, mais pour l'instant un petit peu secret. Là, pour l'instant, vous êtes à 35 millions d'euros de collectés. Ouais. Vous estimez le marché à combien? Alors Forbes l'estime à plusieurs milliers de milliards, enfin c'est des chiffres complètement extraordinaires. Et c'est assez réel en fait, quand on a lancé KissKissBankBank, le démarrage a été assez long.
Et puis, depuis 3 ans, en fait, il y a eu l'explosion du crowdfunding avec plus 300% de croissance par an. Et je pense que ça continue évidemment dans ce sens. Merci Ombline Lasseur, et puis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.